Richard Sterling pensait que le divorce était déjà terminé. Il avait l'équipe légale à prix élevé, l'accord prénuptial blindé de fer et l'arrogance d'un homme qui n'avait jamais perdu une affaire dans sa vie. Quand il vit sa femme Kay entrer dans la salle d'audience sans avocat, il a réellement ri à voix haute. Il se pencha vers son associé et murmura « Cela va être un massacre ». Mais le sourire fut effacé de son visage au moment où le juge Harrison prit le banc. Il ne demanda pas à Kay où était son avocat. Au lieu de cela, il la regarda avec une reconnaissance terrifiée et appela son nom. Ce qui arriva ensuite n'était pas un procès. C'était une exécution. Les héritiers dans la salle d'audience 4B de la Cour supérieure du comté de Cook sentaient le café éventé et l'eau de Colonshire. C'était une odeur que Richard Sterling aimait. Pour lui, c'était l'odeur de la victoire. Richard ajusta les poignets de son costume billon sur mesure, vérifiant le reflet de sa montre PC Philippe dans la table en acajou poli. Il avait 45 ans, beau d'une manière prédatrice déchiquetée, et était actuellement le PDG de Sterling Holloway Holdings, l'une des plus grandes entreprises immobilières commerciales de Chicago. Il valait sur le papier un peu plus de 80 millions de dollars, et il était sur le point de s'assurer que sa femme Kay n'en obtienne pas un sou. « Elle est en retard », marmonna Arthur Caldwell, vérifiant sa propre montre. Arthur était le conseiller principal de Richard, un homme dont le taux horaire pouvait nourrir une famille de 4 pendant 1 mois. C'était un requin en costume à rayures connu pour enterrer ses adversaires sous des montagnes de paperasse jusqu'à ce qu'il suffoque. « Laisse-la être en retard », gloussa Richard, se penchant en arrière dans sa chaise. Probablement en train d'essayer de trouver une place de parking pour cette Honda déglinguée que je l'ai laissé garder. Ou peut-être qu'elle pleure dans la salle de bain. Honnêtement, Arthur, je me sens presque mal pour elle. Presque. Richard jeta un coup d'œil à la table vide de l'autre côté de l'allée. Cela semblait pathétique. Juste une surface en bois nu, 2 chaises vides et un silence qui criait la défaite. « Rappelle-moi encore, » dit Arthur, feuilletant un dossier de 3 pouces d'épaisseur. « Qui la représente? » L'avis de comparution était vierge. « C'est le but. » Richard sourit largement. « Elle n'a personne. J'ai gelé les comptes joints il y a 3 semaines. Elle ne peut pas se permettre une provision pour un avocat décent et elle est trop fière pour aller à l'aide juridique. Elle pense qu'elle peut parler au juge, verser quelques larmes sur l'abus émotionnel et obtenir un paiement. » La voix de Richard tomba dans un murmure conspirateur. « Elle ne comprend pas. C'est la grande ligue. Nous ne nous disputons pas pour un chien ou un temps partagé. Nous nous disputons pour mon empire. » Et elle entre ici avec une fronde. Les lourdes portes en chaîne à l'arrière de la salle d'audience s'ouvrirent un temps gémissant. Les têtes tournèrent. La sténographe de la cour leva les yeux de sa machine. Le huissier, un homme costaud nommé officier Miller, qui avait tout vu, changea sa posture. Kay Sterling entra. Elle ne ressemblait pas à une femme qui avait passé le dernier mois à dormir sur le canapé de sa sœur, bien que Richard savait pour un fait qu'elle l'avait fait. Elle portait une robe gris anthracite simple, conservatrice et complètement sans marque. Ses cheveux, habituellement portés dans le style lâche et ondulé que Richard aimait parce que cela la faisait ressembler à un trophée, étaient tirés en un chignon serré et sévère. Elle ne portait pas de sac à main, pas de mouchoir, juste une seule mallette en cuir marron usé qui semblait avoir été achetée dans un magasin d'occasion dans les années 1990. Elle marcha dans l'allée centrale. Elle ne regarda pas la galerie. Elle ne regarda pas l'huissier. Et le plus exaspérant, elle ne regarda pas Richard. Regardez-la. Richard renifla assez fort pour que les quelques spectateurs l'entendent, marchant comme si elle possédait l'endroit. Triste. Kay atteignit la table du plaignant. Elle posa la mallette avec un lourd bruit sourd. Elle tira la chaise et s'assit plaçant ses mains à plat sur la table. Elle était parfaitement immobile. Arthur Caldwell, cependant, ne riait pas. Il fronça les sourcils, louchant vers Kay. Il poussa Richard du coude.
Est-ce que la mallette qu'elle utilise habituellement? Quoi? Qui s'en soucie? Richard le congédia. C'est probablement plein de romans d'amour et de mouchoirs. Non. Arthur murmura une étrange tension entrant dans sa voix. Ce cuir, le motif d'usure, cela ressemble à un vieux sac de litige. Est-ce qu'elle? A-t-elle jamais travaillé? Richard rit, un son d'aboiement dur qui résonna sur les hauts plafonds. Travaillez Kay, s'il vous plaît. Je l'ai rencontrée quand elle était une rédactrice de copie junior dans une maison d'édition gagnant 30 000 par an. Elle a démissionné 2 semaines avant le mariage. Son travail pendant les 10 dernières années a été de planifier des galas de charité et de dépenser mon argent. Elle ne connaît pas une tord d'une tarte. Juste alors, la porte des bureaux du juge s'ouvrit. Tous debout. Officier Miller hurla. L'honorable juge Anthony Harrison, président. La pièce se leva. Juge Harrison était une légende dans le droit de la famille de Chicago. Il avait 65 ans, avec des sourcils comme de la laine d'acier et une réputation d'avoir absolument zéro patience pour les théâtralisations. Il était connu comme le boucher parce qu'il avait tendance à couper à travers les arguments absurdes avec une efficacité brutale. Richard avait payé beaucoup d'argent pour s'assurer que leur affaire atterrisse sur le rôle de Harrison, sachant que le juge favorisait les contrats durs et les accords prénuptiaux plutôt que les plaidoyers émotionnels. Juge Harrison prit son siège, arrangeant ses robes. Il mit ses lunettes de lecture et regarda le rôle. Affaire numéro 24, D. 538, Sterling contre Sterling, le juge le. Sa voix était du gravier. Il leva les yeux, scannant la pièce. D'abord, il regarda la table de Richard. Il hocha la tête vers Arthur. « Monsieur Caldwell, bon de vous voir. Et vous, votre honneur? » Arthur dit en douceur. Puis le juge regarda à gauche. Il regarda la femme en robe grise. Richard sourit d'un air suffisant. Il attendit la question. « Madame Sterling, où est votre conseil? » « Madame Sterling, comprenez-vous les procédures? » Mais la question ne vint jamais. Juge Harrison se figea. Ses mains, qui avaient mélangé des papiers, s'arrêtèrent en plein air. Il plissa les yeux, se penchant sur le banc comme s'il ne pouvait pas en croire ses yeux. Il enleva ses lunettes, les essuya sur sa robe et les remit. Le silence s'étira pendant 10 secondes. C'était inconfortable. Richard bougea, confus. Pourquoi le juge regardait-il sa femme alors? Juge Harrison parla, mais son ton n'était pas autoritaire. C'était stupéfait. Mademoiselle Devo. Richard cligna des yeux. Devo. C'était le nom de jeune fille de Cale. Elle ne l'avait pas utilisé depuis 10 ans. Kay se leva lentement. Sa posture changea. La femme au foyer soumise et calme que Richard avait harcelée pendant une décennie s'évapora. À sa place se tenait quelqu'un de plus grand, plus froid. « Bonjour, Juge Harrison », Kay dit. Sa voix était différente. Elle était plus profonde, résonnant du diaphragme projeté parfaitement pour l'acoustique de la pièce. Je comparais en mon propre nom aujourd'hui et oui, pour le compte-rendu, j'utiliserai mon nom professionnel, Kay Devo. Le juge laissa échapper un souffle qui sonnait comme un sifflement. Il regarda Arthur Caldwell. Il regarda de nouveau Kay. Puis un petit sourire terrifiant toucha les lèvres du juge. « Je n'étais pas au courant que vous étiez retourné à la pratique. »« Mademoiselle Devo, je n'ai pas votre honneur, » Kay dit, débouclant la mallette usée. « Pas avant ce matin. » Richard se pencha vers Arthur. Panique vacillant dans sa poitrine pour la première fois. De quoi parle-t-il? Quelle pratique? Elle était une éditrice. Arthur Caldwell était devenu pâle. Il fixait Kay avec le regard d'un homme qui réalise qu'il a apporté un couteau à une guerre nucléaire. Richard Arthur murmura à sa voix tremblante. « Tu m'as dit qu'elle était une rédactrice de copie. Elle était chez Simon et Schuster ou quelque chose, non? » Arthur siffla. « Je pense que ta femme est à Cal Devo. »« Qui diable est Kay Devo? » Richard demanda. Arthur ne répondit pas. Il regarda juste Kay tirer un seul document épais de son sac et le poser sur la table. Elle ne regarda pas Richard, elle regarda le juge. « Votre honneur, » elle dit, « j'ai une motion pour rejeter l'accord prénuptial pour motif d'incitation frauduleuse, de racket
et de dissimulation grossière d'actifs, et j'ai les reçus forensiques pour le prouver. Le rire de Richard mourut dans sa gorge. Pour comprendre l'ampleur du silence qui tomba sur la salle d'audience, vous devez comprendre la décennie qui la précéda. Richard Sterling était un homme qui collectionnait des choses. Il collectionnait des Porsche vintage. Il collectionnait des propriétés commerciales dans des quartiers en gentrification. Et il y a 10 ans, il décida de collectionner une femme. Il rencontra Kay lors d'une collecte de fonds à New York. Elle avait 26 ans, calme et étonnamment belle d'une manière discrète. Elle se tenait près du bar sirotant du club soda, l'air légèrement ennuyé. Richard l'approcha avec la confiance d'un homme qui possédait le bâtiment où il se tenait. Il lui demanda ce qu'elle faisait. « Je suis dans l'édition », elle avait dit. « Je travaille avec du texte, corrigeant les erreurs. » Richard entendit ce qu'il voulait entendre. Édition, texte, bas salaire, artistique, parfait. Il ne demanda pas quelle firme. Il ne demanda pas quel genre de texte. Il supposa qu'elle voulait dire des romans ou des magazines. Il la courtisa avec des dîners à l'Ernaden, des week-ends dans les Hamptons et des cadeaux de diamants qui coûtaient plus que son loyer. Carly hésitait au début. Elle semblait l'étudier, ses yeux verts calculant d'une manière qu'il prit pour de la timidité. Finalement, elle accepta de l'épouser, mais il y avait une condition. Richard insista sur un accord prénuptial, un brutal. « C'est juste des affaires, chérie, » il lui avait dit, faisant glisser le document sur le bureau en acajou de son bureau. « Mon conseil d'administration insiste là-dessus. Si nous divorçons, tu pars avec ce avec quoi tu es venu. Cela nous protège tous les deux. » Kay avait lu le document. Il faisait 50 pages de long. Il stipulait que s'il divorçait, elle recevrait une somme forfaitaire de 50 000 $ pour chaque année de mariage plafonnée à 500 000 $. Pas de pension alimentaire, pas de droit sur son immobilier, pas de droit sur ses futurs gains. Elle l'avait regardé alors, une étrange expression sur son visage. « Tu ne fais vraiment confiance à personne, n'est-ce pas, Richard? » « Je fais confiance au contrat. » Il avait souri. Elle le signa sans demander à un avocat de le réviser. Richard s'était vanté de cela auprès de ses amis pendant des années. Elle l'a signé à l'aveugle. C'est à quel point elle m'aime ou à quel point elle est stupide. Pendant les 10 années suivantes, Kylie joua le rôle. Elle redécorait l'appartement terrasse. Elle ôtait les dîners. Elle écoutait Richard Rodgers sur ses rivaux commerciaux hochant la tête aux bons endroits. Mais Richard était un narcissique, et les narcissiques sont aveugles à tout ce qui ne les reflète pas. Il ne remarqua jamais que quand il parlait de failles fiscales complexes, Kay les comprenait instantanément. Il ne remarqua jamais que quand il ramenait des mémoires juridiques du bureau, elle y jetait un coup d'œil et signalait des fautes de frappe, qui étaient en fait des clauses critiques qui l'auraient exposé à une responsabilité. Il la traitait comme une belle lampe. Tu ne demandes pas à une lampe son histoire. Il ne savait pas qu'avant d'être dans l'édition, Kay DeVoe avait obtenu son diplôme première de sa classe à Yale Law. Il ne savait pas qu'elle avait passé 3 ans au District Sud de New York comme procureur spécialisé dans les crimes financiers en col blanc. Il ne savait pas qu'elle avait quitté le droit, non pas parce qu'elle ne pouvait pas le gérer, mais parce qu'elle s'était épuisée après une affaire où le défendeur, un milliardaire corrompu promoteur immobilier, avait menacé sa famille. Elle était allée dans l'édition de manuels juridiques pour se cacher, pour respirer, pour vivre une vie tranquille. Elle était tombée amoureuse de Richard parce qu'il semblait fort, sûr et réussi. Elle pensait qu'elle pouvait laisser le Shark Tank derrière elle, mais au fil des années, elle regarda. Elle regarda Richard réprimander les serveurs. Elle le regarda tromper ses entrepreneurs. Elle le regarda cacher de l'argent et des sociétés écrans au Caïman. Elle le regarda flirter avec ses assistantes. Et finalement, elle trouva les textes qui prouvaient qu'il couchait avec elle. La goutte d'eau vint il y a 6 mois. Richard était rentré ivre et avait ri à propos d'expulser une maison de retraite parce qu'il voulait transformer le bâtiment en condo de luxe. Faillant dans le bail, il s'était vanté
jeter les vieilles chauves-souris dans la rue. Le juridique a dit que c'était serré. Kay l'avait regardé et l'amour qu'elle avait autrefois ressenti se transforma en cendre froide et dure. Elle ne cria pas. Elle ne se battit pas. Elle alla dans sa chambre séparée, ouvrit son ordinateur portable et se connecta au site web de l'American Bar Association pour rétablir sa licence. Puis elle commença à creuser. De retour dans la salle d'audience, l'atmosphère était passée d'une audience civile à une arène de gladiateurs. Arthur Caldwell envoyait frénétiquement des SMS à ses associés juniors. Cherchez Kay Devo maintenant. Yale SDNY. Trouvez tout. Richard était toujours confus. Arthur arrêta d'envoyer des SMS et objecta. Elle ne peut pas juste jeter des papiers au juge. Taise-toi, Richard. Arthur claqua. De la sueur perlait sur son front. Juge Harrison lisait le document que Kay lui avait remis. Ses sourcils grimpaient de plus en plus haut. Mademoiselle Dero, le juge dit, regardant par-dessus ses lunettes. Ceci est un audit médico-légal des avoirs des Caïmans connus sous le nom de Blue Heron LLC. Oui, votre honneur, Kay dit calmement. Elle se tenait les mains jointes derrière son dos. Mon mari prétend que sa valeur nette est de 80 millions de dollars. Il prétend que Blue Heron LLC est une entité défunte sans actif. Cependant, si vous tournez à la page 14, vous verrez un virement bancaire initié 3 jours avant qu'il ne dépose la demande de divorce. Le cœur de Richard claqua contre ses côtes. Héron bleu. Comment savait-elle pour Héron bleu? Cela était enfoui 3 couches de profondeur dans des sociétés écrans. La paperasse était dans un coffre-fort dans son bureau. Le virement, Kay continua sa voix, coupant l'air comme un scalpel, était de 12 millions de dollars. Il fut déplacé vers une banque au Liechtenstein. Le signataire sur le compte n'est pas Richard Sterling. C'est un homme nommé Marcus Vance. Kay fit une pause pour l'effet. Elle tourna sa tête juste d'un pouce pour regarder Richard. C'était la première fois qu'elle l'avait reconnu. Ses yeux étaient vides de chaleur. Marcus Vance, elle dit au juge, est le nom du protagoniste dans un roman que Richard a essayé d'écrire à l'université. Il l'utilise comme un alias pour son argent sale. La salle d'audience haleta. Même l'huissier semblait surpris. Objection! Arthur Caldwell se leva, mais c'était faible. Votre honneur, ceci est un litige d'embuscade. Nous n'avons pas vu ces documents. Ce sont des allégations. Monsieur Caldwell, juge Harrison aboya. Asseyez-vous. Vous aurez votre tour. Mais si votre client a caché 12 millions de dollars 3 jours avant de déposer une déclaration financière, je vais faire venir l'IRS ici si vite que votre tête tournera. Le juge se tourna de nouveau vers Kay. Mademoiselle Deo, vous avez mentionné une motion pour rejeter l'accord prénuptial. Oui, Kay dit. Elle marcha autour de la table. Elle bougea avec la démarche furtive d'un prédateur qui a acculé sa proie. L'accord prénuptial contient une clause standard concernant la divulgation complète et équitable. Il stipule que les 2 parties ont entièrement divulgué leurs actifs. Si l'une des parties ment, l'accord est nul. Elle pointa un doigt mince vers la pile de papier. Richard n'a pas juste menti, votre honneur. Il a commis un parjure et parce que l'accord prénuptial est nul, nous revenons à la loi de l'État de l'Illinois concernant les biens matrimoniaux. Elle sourit. C'était un sourire terrifiant. Ce qui signifie, elle dit doucement, je suis en droit de recevoir 50% de tout, y compris les 12 millions qu'il a essayé de voler. Richard se leva, son visage violet. Tu étais une secrétaire. Tu as corrigé des virgules. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Asseyez-vous, Monsieur Sterling. Le juge claqua son marteau. Kay se tourna entièrement vers Richard maintenant. Elle le regarda de haut en bas, le disséquant. Je n'ai pas corrigé des virgules, Richard, elle dit, sa voix baissant de sorte que seulement le premier rang pouvait entendre. J'ai corrigé la logique. Et ta logique a toujours été imparfaite. Tu as pensé parce que j'étais calme, j'étais stupide. Tu as pensé parce que j'étais gentil, j'étais faible. Elle fit un pas plus près de sa table. Arthur Caldwell s'éloigna en fait d'elle. J'ai passé 3 ans à chasser des hommes plus intelligents que toi pour le district sud de New York, elle murmura.
J'ai fait tomber des gestionnaires de fonds spéculatifs qui pourraient t'acheter et te vendre avant le petit déjeuner. As-tu vraiment pensé que tu pouvais me cacher une piste de papier? Richard s'affaissa sur sa chaise. Il regarda Arthur. Fais quelque chose, il plaida. Arthur regarda son téléphone. Un SMS venait d'arriver de son bureau. Sujet, Kill Devo. Légende du corps, surnommé le pic à glace. Taux de condamnation sans précédent. Quitté il y a 10 ans. Ne pas aller au procès. Régler, répéter, régler maintenant. Arthur ferma les yeux. Richard, il murmura. Nous sommes fichus. Mais Kay n'avait pas fini. Votre honneur, elle dit, te tournant vers le banc. La fraude financière n'est que l'entrée. Je voudrais maintenant aborder la question du projet de la Sterling Tower au centre-ville de Chicago, spécifiquement les pots de vin payés aux membres du conseil municipal pour faire approuver les permis de zonage. Le sang se vida du visage de Richard si vite qu'il faillit s'évanouir. Ce n'était pas juste une question de divorce, c'était la prison. Mademoiselle Devo, juge Harrison dit sa voix grave. Vous alléguez une faute criminelle. Je n'allègue pas votre honneur, Carly dit, atteignant dans son sac de nouveau. Elle tira une clé USB. Je rapporte. J'ai les enregistrements audio. Le silence dans la salle d'audience suivant la déclaration de Cale était assez lourd pour écraser des os. Richard s'assit figé, sa main à mi-chemin de son verre d'eau. Le mot pot de vin planait dans l'air radioactif. Au tribunal de la famille, vous vous disputez sur la garde des actifs qui obtient la maison dans les Hamptons. Vous n'accusez pas typiquement l'intimé d'un crime fédéral qui comporte une peine minimale obligatoire de 10 ans. Arthur Caldwell se remit le premier. Il jaillit de sa chaise, son visage un masque de fausse indignation. Objection, votre honneur. C'est un conseil absurde. Excusez-moi. Madame Sterling essaie de transformer une audience de divorce en tribunal pénal. Ces enregistrements présumés sont irrecevables. L'Illinois est un État à consentement des deux parties. À moins qu'elle n'ait un mandat, ce qu'elle n'a pas, tout enregistrement fait sans la connaissance de mon client est illégal et fruit de l'arbre empoisonné. Arthur semblait triomphant. Il regarda Richard comme pour dire « J'ai ça ». C'était un argument juridique solide. Kay ne cligna même pas des yeux. Elle marcha lentement vers sa table, ses talons claquant rythmiquement sur le plancher du parc. Elle ramassa la clé USB et la tint à la lumière. « Monsieur Caldwell a raison concernant la loi », Kay dit, sa voix conversationnelle presque ennuyée. L'Illinois est en effet un État à consentement de deux parties. Elle se tourna vers le juge. Cependant, votre honneur est bien conscient de l'exception crime-fraude aux privilèges ainsi que des statuts fédéraux concernant le consentement d'une partie lorsque l'enregistrement est fait pour recueillir des preuves d'un crime grave en cours spécifiquement concernant la corruption publique. Elle fit une pause, regardant directement Richard. Mais je n'ai pas enregistré Richard. Je n'avais pas à le faire. Richard fronça les sourcils. Alors qu'il l'a fait, il laissa échapper. Kay sourit. Tu l'as fait, Richard. Tu t'es enregistré toi-même. La bouche de Richard tomba ouverte. Je quoi? Ton application dictaphone? Kay expliqua, s'adressant à la salle d'audience stupéfaite. Tu l'utilises pour dicter des mémos à ta secrétaire pendant que tu conduis ou en réunion. Tu l'as réglé pour télécharger automatiquement vers le cloud. Le même compte cloud que nous partageons pour nos photos de famille. Le mot de passe est notre anniversaire ou bien il l'était. Elle brancha la clé dans le système audiovisuel du tribunal avant qu'Arthur ne puisse l'arrêter. Pièce à conviction C. Kay annonça, daté du 14 novembre de l'année dernière, une réunion entre Richard Sterling et l'échevin Michael Oulier. De l'électricité statique siffla à travers les haut-parleurs de la salle d'audience. Puis la voix de Richard, claire comme une cloche, résonna à travers la pièce. « Écoute, Mike, je me fiche des lois de zonage. La désignation historique sur ce bâtiment est une blague. J'en ai besoin qu'il soit parti. Je mets une aiguille de verre de 50 étages là. Qu'est-ce que cela va prendre? » Une autre voix,
plus profonde, plus rugueuse, indubitablement celle de l'échevin. Richard, la société de préservation est partout là-dessus. Ça va être un mal de tête. Je ne peux pas juste agiter une baguette. La voix de Richard de nouveau, arrogante et dismissive. Tout le monde a une baguette, Mike. Certaines personnes ont juste besoin d'un peu de poussière d'or pour la faire fonctionner. Je virerai 50 000 à la firme de conseil de ta femme. Honoraire de conseil, pratique standard. Juste fais signer le permis d'ici lundi. Il y eut une pause sur la bande, puis la voix de l'échevin. L'audit bien. 50 non. Fais-en 75. Fait, Caillet frappa la barre d'espace. L'audio se coupa. La salle d'audience était mortellement silencieuse. La sténographe avait arrêté de taper sa mâchoire légèrement relâchée. Officier Miller l'huissier regardait Richard non pas comme un riche litigant, mais comme un suspect. Juge Harrison enleva ses lunettes lentement. Il regarda le plafond, puis Richard. Le regard était un de profonde déception mêlée d'obligations professionnelles. Monsieur Caldwell, le juge dit tranquillement. Oui, votre honneur, la voix d'Arthur était un couinement. Je suis obligé en tant qu'officier du tribunal de rapporter la preuve d'un crime au bureau du procureur d'État. Vous comprenez ceci? Oui, votre honneur. Cependant, il n'y a pas de cependant. Le juge claqua sa main sur le banc, faisant sursauter tout le monde. Votre client vient de confesser avoir soudoyé un fonctionnaire public sur un enregistrement qu'il a fait lui-même dans ma salle d'audience. Richard tremblait. Il ne perdait plus seulement son argent. Il voyait les murs de sa vie se refermer. Il regarda Kay. Elle organisait ses papiers complètement imperturbables. « Pourquoi? » Richard murmura, sa voix se brisant. « Pourquoi fais-tu ça? Tu aurais pu juste demander un règlement. » Kay s'arrêta. Elle leva les yeux. Pendant un moment, le masque glissa. La procureure froide et calculatrice disparut, et la femme qui avait été blessée transparaissait. « J'ai essayé, Richard, » elle dit doucement. « Souviens-toi, il y a 3 mois, je t'ai demandé d'aller en thérapie. Je t'ai demandé d'arrêter de cacher de l'argent. Je t'ai demandé de me traiter comme une partenaire. Tu m'as dit que j'étais hystérique et d'aller acheter un nouveau sac à main. » Elle se durcit de nouveau. « Tu as acheté une guerre, Richard. Je la finis juste. » Arthur Caldwell se pencha vers Richard. « Nous avons besoin d'une pause. » Il siffla maintenant avant qu'elle ne joue autre chose. « Nous devons conclure un accord, votre honneur. » Arthur se leva, ses jambes tremblantes. À la lumière de cette nouvelle preuve, la défense demande une pause de 30 minutes pour conférer avec le conseil. Juge Harrison regarda Kay. « Mademoiselle Davaux, des objections? »« Aucune, votre honneur, » Kay dit. « J'en ai beaucoup plus. Je peux attendre. » La pause fut accordée, mais Kay ne quitta pas la salle d'audience. Elle s'assit à sa table, vérifiant sa montre. Elle savait exactement ce qui se passait dans le couloir. Arthur hurlait probablement sur Richard. Richard appelait probablement son avocat de la défense pénale. Mais Kay avait une carte de plus à jouer, l'as de pique. Parce que les crimes financiers sont complexes, ils prennent des années à poursuivre. La bande de pots de vin était dommageable, mais Richard avait des amis puissants. Il pourrait s'en sortir. Il pourrait prétendre que la bande était falsifiée ou un piège ou une autre technicité. Elle avait besoin de détruire son caractère si profondément qu'aucun juge en Illinois ne jugerait jamais en sa faveur. Quand le tribunal se réunit, Richard ressemblait à un homme qui avait vieilli de 10 ans en 30 minutes. Sa cravate était desserrée. Son visage était gris. « Votre honneur, Arthur Caldwell dit, sa voix soumise. Mon client voudrait discuter d'un règlement concernant les actifs matrimoniaux. » « Je parie qu'il le ferait, » juge Harrison dit sèchement. « Mademoiselle DeVoe, je suis ouverte à un règlement, votre honneur, » Kay dit. « Mais d'abord, il y a une dernière question concernant la dissipation des actifs matrimoniaux qui parle du caractère de l'intimé. » Arthur grogna. « Votre honneur, est-ce nécessaire? Nous offrons. »« C'est nécessaire, » Kay coupa, « parce que cela concerne où les fonds matrimoniaux sont allés et à qui ils sont allés. » Kay se tourna vers la galerie. « J'ai appelé Jessica Thorne à la barre. »
La tête de Richard se redressa vivement. Jessica, il haleta. Les portes arrière s'ouvrirent. Une jeune femme pas plus âgée que 25 ans entra. Elle portait un tailleur bleu modeste. Elle semblait nerveuse, serrant son sac à main fermement. C'était Jessica Thorne, l'assistante exécutive de Richard depuis les 4 dernières années. Celle qui réservait ses vols, achetait des cadeaux d'anniversaire de sa femme et gérait son calendrier. Richard l'avait renvoyé il y a 2 semaines. Il l'avait blâmé pour un dossier manquant, un dossier qu'il avait perdu lui-même, et lui avait crié dessus devant tout le bureau, la traitant d'incompétente et de jetable. Il ne lui avait pas donné d'indemnité de départ. Il avait oublié que Jessica savait tout. Jessica prit la barre. Elle fut assermentée. Elle évita de regarder Richard. « Mademoiselle Thorne, » Kay dit, s'approchant doucement de la barre des témoins, « vous avez été employée par M. Sterling pendant 4 ans. Est-ce correct? » « Oui, » Jessica dit, sa voix tremblante. « Et pendant ce temps, avez-vous géré ses dépenses personnelles? »« Je l'ai fait. Avez-vous déjà remarqué des paiements récurrents inhabituels? » Jessica hocha la tête. Elle prit une profonde respiration. « Oui, chaque mois pendant les 3 dernières années, M. Sterling m'a demandé d'acheter des cartes cadeaux. Cartes cadeaux Visa, 5 000 $ chaque mois. Et qu'est-ce qu'il vous a dit de faire avec elles? Il m'a dit de les envoyer à une boîte postale à Miami, Jessica dit. Saviez-vous qui était le destinataire? Il m'a dit que c'était pour une consultante, Jessica dit. Mais je suis devenue curieuse. Une fois, j'ai suivi le colis et il est allé à un complexe d'appartements. Le destinataire a signé pour cela comme Elena Ritchie. Un murmure traversa la salle d'audience. Kay retourna à sa table et ramassa une photo. « Votre honneur, je soumets une photo comme preuve. C'est Elena Ritchie. » Elle leva une photo d'une femme magnifique en bikini sur un yacht, le même yacht sur lequel Richard avait affirmé qu'il était pour une retraite d'affaires l'été dernier. « Mademoiselle Thorne, » Kay continua. « Monsieur Sterling a-t-il déjà mentionné Elena Ritchie à vous? »« Oui, si. » Jessica murmura. « Quand il avait trop bu au bureau, il m'a dit quelle était sa vraie vie. Il m'a dit que sa femme, que vous étiez juste la banquière. » Kay sentit une piqûre dans sa poitrine, mais elle ne le montra pas. Elle garda son visage comme de la pierre. « Il m'a appelé la banquière. »« Oui, Jessica dit, les larmes aux yeux. « Il a dit que vous étiez ennuyeuse, qu'il restait marié à vous seulement parce que cela avait l'air bien pour les investisseurs. Il a dit qu'il allait vous quitter dès que l'accord de la Sterling Tower serait conclu. Il allait déménager à Miami avec Elena. » Richard avait sa tête dans ses mains. Il ne pouvait même pas regarder le juge. « Merci, Jessica. » Kay dit. « Pas d'autres questions. » Arthur Caldwell ne contre-interrogea même pas. Il n'y avait pas de but. Le pont n'était pas juste brûlé. Il était nucléarisé. Juge Harrison regarda Richard avec un pur dégoût. Au tribunal de la famille, les juges voient des affaires tout le temps. Mais la nature calculée de ceci, les cartes cadeaux pour cacher la trace, la cruauté des commentaires, l'abandon planifié, cela a touché une corde sensible. « Monsieur Sterling, » le juge dit, « j'ai assez entendu. » Le silence qui suivit le témoignage de Jessica Thorne n'était pas juste calme. C'était un poids physique appuyant sur les tables en acajou, les chaises en cuir et le cœur battant frénétiquement de Richard Sterling. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Richard ressentit la sensation terrifiante de perdre le contrôle. C'était un homme qui ingéniait sa réalité. Il construisait des gratte-ciels où il y avait autrefois des terrains vides. Il déplaçait des millions de dollars à travers les frontières avec une frappe de touche. Il traitait les gens comme des pièces d'échecs, des pions à sacrifier, des cavaliers à manœuvrer, des reines à conquérir. Mais alors qu'il regardait la barre des témoins vides où son ancienne assistante venait de démanteler son caractère, il réalisa qu'il n'était plus le maître des échecs. Il était l'échiquier et Kay le retournait. Juge Harrison s'éclaircit la gorge. Le son était comme un coup de feu dans le camp. « Conseil, » le juge dit, sa voix dépouillée de toute patience. Il regarda par-dessus ses lunettes Arthur Caldwell.
qui essayait actuellement de se faire aussi petit que physiquement possible. Je vais appeler une pause de 30 minutes. Je suggère fortement, non, je vous ordonne de prendre ce temps pour conférer avec votre client. Si vous revenez dans cette salle d'audience sans un accord de règlement qui satisfait Mademoiselle Deveau, je n'émettrai pas seulement une décision qui dépouille M. Sterling de ses actifs, mais je porterai personnellement le procès-verbal de cette audience au bureau du procureur fédéral moi-même. Nous comprenons votre honneur, Arthur Quina. 30 minutes, le juge avertit. Ne les gaspillez pas. Le marteau claqua. Richard se leva ses jambes, se sentant comme si elles étaient faites de plomb. Il saisit son dossier, ses mains tremblant si violemment qu'il laissa tomber un stylo plaqué or. Il roula sur le sol, s'arrêtant près de la chaussure de Kay. Elle ne le repoussa pas, elle ne le ramassa pas. Elle passa juste par-dessus, se tourna et sortit par les doubles portes sans un regard en arrière. « Richard, allons-y. » Arthur siffla, saisissant le coude de Richard. « Nous devons parler maintenant. » Ils se déversèrent dans le large couloir de marbre du palais de justice. C'était un espace froid, stérile, au plafond, pas résonnant, et l'indifférence des étrangers passant. Des avocats en costume bon marché se disputaient sur des bancs. Une femme pleurait près des ascenseurs. Un concierge polissait le sol. Richard retira son bras d'Arthur. « Lâche-moi! N'ose pas prendre ce ton avec moi! » Arthur brisa sa propre panique, perçant finalement son vernis professionnel. « As-tu une idée de ce qui vient de se passer là-dedans? » Jessica n'a pas juste exposé une liaison, Richard. Elle a exposé un modèle de tromperie financière qui remonte à 3 ans. C'est de la fraude fiscale. C'est de la fraude par virement. C'est du blanchiment d'argent. « Je te paye pour arranger ça, » Richard cria, sa voix résonnant sur les murs de pierre. Les têtes tournèrent. Richard ne s'en souciait pas. « Répare ça. Dépose une motion pour rayer son témoignage. C'est une employée mécontente. C'est une oui-dire. » « Ce n'est pas une oui-dire quand elle a les reçus, » Arthur murmura furieusement. « Et ce n'est pas juste l'argent. Ce sont les bandes, Richard. La corruption. Tu es radioactif. J'ai besoin d'appeler le conseil d'éthique de mon cabinet juste pour demander si je peux encore te représenter sans être radié du barreau. » Arthur sortit son téléphone, ses pouces volant sur l'écran. « Je vais trouver un coin tranquille pour appeler la division de la défense pénale. Tu restes ici. Ne parle à personne. Et je ne peux pas assez insister là-dessus, ne parle pas à ta femme. » Arthur se précipita dans le couloir, disparaissant au coin d'une rue, laissant Richard seul. Richard s'appuya contre le mur de marbre froid, desserrant sa cravate en soie. Il se sentait comme s'il suffoquait. Il avait besoin d'eau. Il avait besoin d'un verre. Il avait besoin de se réveiller de ce cauchemar. Il se poussa du mur et marcha vers la fontaine d'eau, près de la grande fenêtre de l'atrium. Et là elle était. Kylie se tenait près de la fenêtre, regardant la ligne d'horizon de Chicago, la ville que Richard prétendait posséder. Elle était parfaitement immobile, son profil net et élégant contre la lumière grise de l'après-midi. Elle ne vérifiait pas son téléphone. Elle ne faisait pas les 100 pas. Elle attendait juste. Une poussée de colère irrationnelle et chaude inonda la poitrine de Richard. Comment osait-elle être si calme? Comment osait-elle se tenir là, ressemblant à une statue de justice pendant que sa vie brûlait en cendres? Il oublia l'avertissement d'Arthur. Il oublia la menace du juge. Il marcha droit vers elle. Carly, elle ne sauta pas. Et elle ne tourna pas rapidement. Elle tourna sa tête lentement, son mouvement fluide et délibéré. Quand ses yeux rencontrèrent les siens, Richard sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la climatisation. Ses yeux étaient verts, mais ils étaient plats, dénués de la chaleur, de l'adoration, ou même de la peur qu'il était habitué à voir. « Bonjour, Richard, » elle dit. Sa voix était stable, résonnante. C'était la voix d'une étrangère. « Es-tu heureuse? » Richard demanda, entrant dans son espace personnel. Il voulait l'intimider, lui rappeler la dynamique qui avait régi leur mariage pendant une décennie. « Est-ce que ce que tu voulais? »
me humilier publiquement, traîner mon nom dans la boue pour que tu puisses obtenir un meilleur paiement. Kay tourna son corps entièrement vers lui. Elle croisa ses bras, non pas défensivement, mais avec un air d'évaluation. « Je n'ai pas traîné ton nom dans la boue, Richard, » elle répondit. « Tu as sauté dans la boue toi-même. J'ai juste allumé les projecteurs pour que tout le monde puisse te voir nager dedans. C'est à propos de l'argent, n'est-ce pas? » Richard ricana, atteignant son portefeuille, un geste réflexe d'un homme qui pensait que tout avait une étiquette de prix. « Tu veux l'appartement terrasse? Bien. Prends-le. Tu veux la maison des Hamptons? Elle est à toi. Je signerai les papiers tout de suite. Dis juste au juge que tu as fait une erreur sur les bandes. Dis-lui que tu veux retirer les preuves. » Kay le regarda, un faible sourire de pitié, touchant ses lèvres. « Tu penses vraiment que c'est une négociation? »« Tout est une négociation, » Richard aboya. « Je t'offre 10 millions de dollars en actifs, Carly. C'est plus que tu ne verrais jamais en 10 vies à corriger des fautes de frappe pour des romans de poche. » Kay rit. C'était un son doux et sec. Voilà encore. L'arrogance. Tu penses toujours que je suis la fille que tu as draguée à cette collecte de fonds. Tu penses que je suis la correctrice de virgule. Elle fit un pas plus près de lui. Pour la première fois, Richard réalisa qu'elle portait des talons qui la rendaient presque à hauteur de ses yeux. Ou peut-être qu'ils rétrécissaient juste. « Je ne veux pas ton argent, Richard, » elle dit, sa voix baissant jusqu'à un murmure terrifiant. « J'ai le mien. » Ma grand-mère m'a laissé un trust que j'ai investi dans des start-up technologiques en 2008. J'ai plus de liquidités sur mon compte courant personnel que ta compagnie entière n'en a dans son budget de fonctionnement. Richard cligna des yeux, stupéfié. Quoi? C'est impossible. Tu utilisais une carte de débit pour l'épicerie. Tu conduisais une Honda. J'ai conduit une Honda parce que je n'avais pas besoin d'une Porsche pour me sentir importante. Elle le coupa. Et j'ai utilisé ton argent pour l'épicerie parce que c'était le rôle que tu voulais que je joue. La petite femme dépendante, le trophée. Elle se pencha ses yeux, se fixant sur les siens. J'ai joué le rôle, Richard. Je l'ai joué parfaitement. Je t'ai laissé m'interrompre lors de dîner. Je t'ai laissé m'expliquer des choses que je savais déjà. Je t'ai laissé te sentir grand. Et sais-tu pourquoi? Pourquoi? Richard murmura, hypnotisé par l'intensité de sa haine. Parce que je t'aimais, elle dit simplement. Dieu m'aide, je t'aimais réellement. Je pensais que ton arrogance était de l'ambition. Je pensais que ta cruauté était juste du stress. Je pensais que si je t'aimais assez, si j'étais assez patiente, l'homme dont j'apercevais des aperçus l'homme charmant et brillant resterait finalement. Son expression se durcit. Le masque de la procureure pique à glace claqua de nouveau en place. Mais alors tu as commencé à devenir négligent. Les liaisons, l'abus verbal. Cette nuit-là, tu as jeté un verre de vin au mur parce que je t'ai demandé comment s'était passée ta journée. C'était la fissure dans la fondation. J'étais ivre, Richard bégaya. Je ne le pensais pas. L'intention est sans pertinence, Kay récita comme si elle citait un statut. L'acte est ce qui compte, mais la goutte d'eau, ce n'était pas de la violence. C'était l'ennui. Ennui? Tu t'es ennuyé de moi, Kay dit, et tu as fait l'erreur fatale de le dire à voix haute à Jessica. Tu m'as appelé une banquière. Tu as dit que j'étais une marketplace jusqu'à ce que l'accord de la Sterling Tower se conclue. Richard sentit le sang se vider de son visage. Je me défoulais juste. C'était des discussions de vestiaire. Non. Kay secoua sa tête. C'était une confession. Tu as révélé que notre mariage entier était une transaction pour toi. Et s'il y a une chose que j'ai apprise au District Sud de New York, Richard, c'est que quand tu trouves une transaction frauduleuse, tu ne l'annules pas juste. Elle fit une pause, laissant les mots planer dans l'air. Tu le poursuis en justice. Tu démantèles l'organisation. Tu saisis les actifs. Tu enterres les auteurs si profondément qu'ils ne revoient jamais le soleil. Richard recula, frappant le rebord de la fenêtre. Il regarda cette femme, sa femme, et vit une étrangère, une prédatrice.
Il réalisa avec un choc d'horreur qu'il avait dormi à côté d'une arme chargée pendant 10 ans et qu'il venait de tirer la gâchette. « Tu es un monstre », il respira. « Je suis un miroir, Richard, elle le corrigea. J'ai juste reflété toi en toi-même. Si tu n'aimes pas ce que tu vois, ne blâme pas le verre. »« Je te combattrai, » Richard dit, bien que sa voix manquât de toute conviction. « J'embaucherai la meilleure équipe de défense pénale du pays. Je t'enterrerai sous les appels. Je m'assurerai que tu ne vois jamais un sou. » « Avec quel argent? » Kay demanda calmement. « J'ai. » « Tu n'as rien? » Elle interrompit. « Pendant que tu étais là à écouter Jessica, j'ai fait livrer par un coursier une ordonnance restrictive temporaire à ton directeur financier. Tes comptes sont gelés, Richard. Tous. Même celui au Liechtenstein. As-tu vraiment pensé que Marcus Vance était un alias astucieux? J'ai tracé cette adresse IP il y a 6 mois. » Richard sentit ses genoux céder. Il s'affaissa contre la fenêtre. C'était fini. C'était en fait vraiment fini. L'empire qu'il avait construit sur l'intimidation et les pousses de vin avait été démantelé par la femme qu'il avait ignorée au petit déjeuner pendant une décennie. Soudainement, le son de pas de course brisa la tension. Arthur Caldwell arriva en sprintant dans le couloir. Sa cravate battait sur son épaule. Son visage devint d'un rouge profond et malsain. Il ne marchait pas avec la dignité d'un associé principal. Il courait comme un homme fuyant un bâtiment en feu. Richard Arthur haleta, dérapant jusqu'à l'arrêt. Il se pencha les mains sur les genoux, sifflant. « Quoi? » Richard claqua, regardant son avocat avec dédain. « L'as-tu réparé? » Arthur leva les yeux. Ses yeux étaient grands de terreur authentique. « Répare ça, Richard. Il n'y a pas de réparer ça. Je viens de raccrocher avec mon contact au bureau du procureur de district. » Arthur déglutit difficilement, regardant de Richard à Kay et de nouveau. « Il n'enquête pas juste, » Arthur murmura. « Le mandat a été signé il y a 1 heure. La police est dans le hall. Ils montent les ascenseurs en ce moment. » Richard se figea. « Police ici maintenant. » « Ils ont les bandes de pots de vin, » Arthur dit, sa voix montant en hystérie. « Ils ont les enregistrements de virements bancaires, » Kay soumit. « Ils vous accusent de violation ratio, Richard. Racket, pot de vin, fraude par virement. Ils parlent d'un minimum de 20 ans. » Arthur se redressa, reculant de Richard. « Je me récuse. Je ne peux pas être vu avec toi quand les menottes seront mises. » « Je suis désolé. » Arthur se retourna et s'éloigna vite. Il ne courut pas, mais il marcha avec une vitesse qui criait la préservation de soi. Richard se tint seul dans le couloir. Il regarda le groupe d'ascenseurs à l'extrémité du couloir. Les lumières au-dessus des portes tintaient, haut. Il regarda Kay pendant 1 seconde. Il pensa qu'il pourrait mendier. Il pensa qu'il pourrait tomber à genoux et saisir sa main et plaider pour la pitié. Mais le visage de Cale était une forteresse. Il n'y avait pas de pont-levis. Il n'y avait pas d'entrée. « Cours », elle dit. Ce n'était pas un ordre, c'était une observation. « Cours, Richard. Cela n'aura pas d'importance. Tu ne peux pas échapper à un audit médico-légal, mais tu peux essayer. » L'ascenseur tinta. Les portes commencèrent à s'ouvrir en coulissant. Richard n'attendit pas de voir qui était à l'intérieur. La panique brute et animalistique détourna son cerveau. Il se retourna et s'enfuit. Il courut vers les escaliers de sortie de secours à l'extrémité opposée du couloir. Ses chaussures en cuir italien glissant sur le sol poli. Il défonça les portes de secours, l'alarme hurlant dans le couloir silencieux. Une baleine perçante qui sonnait comme le cri de mort de sa carrière. La lourde porte claqua derrière lui, coupant l'alarme. Le silence revint dans le couloir. Kay se tint là pendant un long moment. Elle lissa le revers de son blazer gris. Elle prit une profonde respiration, inhalant l'odeur de la cire à parquet et du vieux papier. Cela sentait la victoire. Elle vérifia sa montre. La pause était presque terminée. Elle se tourna et marcha de nouveau vers la salle d'audience 4B. Elle marcha lentement. Délibérément, elle n'avait pas besoin de courir. Elle n'avait nulle part où se cacher. Alors qu'elle atteignait les doubles portes, elle marqua une pause. Elle attrapa son reflet dans le verre. Elle semblait fatiguée,
Il y avait de fines lignes autour de ses yeux qui n'étaient pas là il y a 10 ans, mais ses épaules étaient en arrière. Sa tête était haute. Elle poussa les portes et retourna dans l'arène seule, mais plus solitaire. Les lourdes portes en chaîne de la salle d'audience 4B se refermèrent derrière Kay alors qu'elle marchait de nouveau vers la table du plaignant. Le silence dans la pièce était différent maintenant. Ce n'était pas le silence de l'anticipation, c'était le silence d'un cratère après que la bombe a explosé. Arthur Caldwell s'assit à la table de la défense seul. Il emballait sa mallette avec les mouvements léthargiques d'un homme vaincu. Son client, le grand Richard Sterling, était parti. Juge Harrison rentra de ses bureaux. Il prit son siège, ajusta ses robes et regarda la chaise vide à côté d'Arthur. « Monsieur Caldwell, » le juge gronda, « où est votre client? » Arthur se leva. Il semblait fatigué. « Votre honneur, Monsieur Sterling s'est excusé. Il a été conseillé de chercher un conseil immédiat concernant l'enquête criminelle imminente par le bureau du procureur d'État. Il est actuellement indisponible. » « Indisponible? » Juge Harrison répéta, un sourire sec touchant ses lèvres. « J'imagine en garde à vue sera le terme utilisé sous peu. » Le juge tourna son regard vers Kay. « Mademoiselle Devoe, » il dit, son ton passant à un de profond respect. À la lumière des preuves présentées, spécifiquement la preuve de parjure, de fraude, de dissimulation d'actifs et l'admission de pots de vin, je suis prêt à émettre une décision sommaire. Je ne crois pas qu'un procès soit nécessaire. Je suis d'accord, votre honneur, Kay dit, se tenant droite. La Cour trouve l'accord prénuptial nulla ab initio et raison d'incitation frauduleuse. Le juge déclara sa voix résonnant pour le compte-rendu. De plus, en raison de la dissipation des actifs matrimoniaux de l'intimé à des fins illicites et de son abandon de ses procédures, j'accorde la demande de la pétitionnaire en entier. Le juge ramassa son stylo. L'intégralité du patrimoine matrimonial, y compris l'appartement-terrasse, la propriété des Hampton et le contenu des comptes cachés de l'Héron Bleu, est attribué à Mademoiselle Devoe. Le projet de la Sterling Tower est gelé, en attente d'une enquête fédérale. Arthur Caldwell n'objecta même pas. Il hocha juste la tête. Une dernière chose, juge Harrison dit, posant son stylo. Il enleva ses lunettes et regarda directement Kylie. Je me souviens de la procureure pic à glace d'il y a 10 ans. Vous étiez formidable alors, mais je dois dire, vous êtes encore plus terrifiante quand vous vous battez pour vous-même. Kay s'autorisa un sourire authentique. Il atteignit ses yeux cette fois. Merci, votre honneur. J'ai eu beaucoup de temps pour me préparer. Clairement, le juge gloussa. La cour est ajournée. Le marteau claqua. Un son final aigu. Kay rassembla ses dossiers. Elle cliqua les serrures de sa maillette usée, la mallette qui avait contenu les secrets de sa liberté. Alors qu'elle marchait vers la sortie, Arthur Caldwell s'avança dans l'allée. Il hésita, puis la regarda. « Mademoiselle Deo, » il dit maladroitement. « Je ne savais pas. Si j'avais su qui vous étiez, je lui aurais dit de s'arranger le premier jour. »« Je sais, Arthur, » Kay dit doucement. « C'est pourquoi je ne vous ai pas dit. » Elle passa devant lui, poussant les doubles portes. Dehors, le couloir était chaotique. Des journalistes s'étaient déjà rassemblés, alertés par la présence soudaine de voitures de police devant le palais de justice. Des caméras flashèrent alors que Kylie émergea. Ils crièrent des questions. « Madame Sterling, est-il vrai que votre mari a été arrêté? »« Kylie, saviez-vous pour les pots de vin? Qu'est-il arrivé à la compagnie? » Kay marqua une pause sur la marche supérieure du palais de justice. Le vent attrapa des mèches égarées de ses cheveux. Elle regarda les caméras, son expression calme, composée et entièrement puissante. « Mon nom, » elle dit, sa voix assez claire pour être entendue par-dessus les clics des obturateurs, est Kay Derow, et je n'ai aucun commentaire autre que ceci. La vérité a toujours une façon de sortir. Parfois, elle a juste besoin d'un peu d'aide. Elle descendit les marches devant le chaos et élèrent un taxi. Elle ne regarda pas en arrière. 1 an plus tard, le bureau sentait la peinture fraîche et les lits. C'était un petit espace dans une maison en grès brun à Lincoln Park,
loin des gratte-ciels de verre et d'acier du centre-ville de Chicago. Sur le verre dépoli de la porte d'entrée, gravé en lettres noires simples, se trouvaient les mots « Dévot et associés, défense financière et droit de la famille ». Kay s'assit derrière son bureau révisant un dossier. Elle semblait différente. La sévérité du chignon était partie, remplacée par un style lâche et confortable. Elle portait un blazer brillant, pas le gris terne qu'elle avait porté au tribunal. En face d'elle s'assit une jeune femme. Son nom était Maria. Elle pleurait, tordant un mouchoir dans ses mains. « Je ne sais pas quoi faire », Maria sanglota. « Il dit que je suis folle. Il dit qu'il a tout l'argent et si je pars, il prendra les enfants. Il dit que je suis juste une maman au foyer et personne ne m'écoutera. » Kay posa son stylo. Elle se leva, marcha autour du bureau et s'assit dans la chaise à côté de Maria. « Maria, regarde-moi », Kay dit doucement. La jeune femme leva les yeux, ses yeux rouges et effrayés. « Il compte sur ta peur », Kay dit. « Il pense parce que tu es calme, tu es faible. Il pense parce qu'il contrôle les comptes bancaires. Il te contrôle. » Kay tendit la main et ramassa un dossier de son bureau. Il était épais. « Mais nous allons changer les règles du jeu », Kay dit, une étincelle du vieux pic à glace clignotant dans ses yeux. « Tu n'es pas juste une maman au foyer, tu es la PDG de ce foyer. Tu sais où sont les reçus. Tu connais son emploi du temps. Tu connais ses mots de passe. Je fais. » Maria murmura. « Bien. » Kay sourit. « Alors nous avons tout ce dont nous avons besoin. Il veut une guerre. Nous lui donnerons une révolution. » Le téléphone de Cal bourdonna sur le bureau. Elle jeta un coup d'œil à l'écran. C'était une alerte d'actualité. Dernière minute. Richard Sterling, condamné à 12 ans pour racket et pas de vin. Kay balaya la notification sans l'ouvrir. Elle n'avait pas besoin de le lire. C'était une vieille histoire. Elle était occupée à en écrire une nouvelle. Elle se tourna de nouveau vers sa cliente. Maintenant, Kay dit, ouvrant un nouveau bloc-notes juridique, « Dis-moi tout. Commence par le jour où tu as cessé de lui faire confiance. » Et c'est l'histoire de comment Richard Sterling a appris la leçon la plus dure de sa vie. Ne confonds jamais le silence avec la faiblesse. Il pensait qu'il combattait une femme au foyer sans défense, mais il était en fait en train d'entrer sur le ring avec un champion poids lourd qui s'était entraîné pendant 10 ans. C'est un rappel puissant que dans les relations et dans la vie, la personne la plus bruyante dans la pièce est rarement la plus forte. Kay n'a pas juste gagné sa liberté, elle a retrouvé son identité. Si vous avez apprécié cette histoire de justice servie froide, s'il vous plaît, appuyez sur ce bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Et si vous voulez plus d'histoires sur le karma, la vengeance et la vérité qui sort, assurez-vous de vous abonner et de sonner la cloche de notification pour ne jamais manquer une vidéo. Qu'auriez-vous fait si vous étiez à la place de Kay? Auriez-vous réglé ou l'auriez-vous fait tomber? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans le prochain